Bonjour tout le monde, Sahaf Tolkom, Sahaf Mdankom. Nous allons présenter aujourd'hui la physiopathologie de l'ictère. Donc, pour cela, nous allons avoir deux objectifs à atteindre en fin de présentation. Le premier objectif, c'est de comprendre les bases physiologiques de l'ictère. Et le deuxième objectif, ça sera d'acquérir une démarche raisonnée devant un ictère. Pour cela, donc, nous allons commencer classiquement par des définitions. La définition de l'ictère, c'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses. Cette coloration est due au dépôt d'un pigment qu'on appelle la bilirubine. Et donc, un ictère est toujours égal à une hyperbilirubinémie. Effectivement, il y a des patients ou des personnes qui peuvent présenter une coloration jaune ou orangée des téguments, mais cela est dû généralement au dépôt de dérivés de carotène. Et donc, c'est des personnes qui prennent beaucoup de produits riches en carotène, mais ce n'est pas un ictère. Nous ne pouvons pas parler d'ictère, puisque l'ictère est toujours associé à est toujours défini par une hyperbilirubinémie. Deuxième notion qu'il faut acquérir, c'est que il ne faut pas confondre ictère et cholestase. La cholestase est un syndrome hépatique qui est défini par l'accumulation des produits de la bile, c'est-à-dire essentiellement des sels biliaires et des autres éléments excrétés dans la bile, mais ça peut ne pas être la bilirubine. Donc, il y a des cholestases qui sont anictériques et des cholestases qui sont, dans la plupart des cas, bien sûr, ictériques. Donc, il faut faire la différence entre cholestase et ictère. La bilirubine se trouve dans l'organisme sous deux formes. Ce qu'on appelle la forme non conjuguée ou libre, donc c'est la bilirubine libre, on le verra, le produit de dégradation de l'hème, qui représente plus de 95% de la bilirubine totale. On appelle bilirubine libre ou indirecte, alors que la bilirubine conjuguée, c'est-à-dire qui aura qui aura subi une réaction au niveau du foie, ne représente que moins de 5%. C'est la bilirubine qui va être éliminée au niveau des selles et des urines. Nous le verrons tout à l'heure. Pour indication, la bilirubine totale est inférieure à 12 mg par litre en général, avec des valeurs qui peuvent aller de 10 à 15 selon les méthodes de mesure et les laboratoires. Et un ictère devient donc visible quand le taux de bilirubinémie dépasse les 30 mg par litre, comme nous pouvons le voir sur cette photo. Donc, l'ictère apparaît au niveau des muqueuses et essentiellement au niveau de la sclère, comme vous pouvez le voir. Donc, il est plus précoce parce que la bilirubine se lie aux fibres élastiques. Et donc, la sclère est riche en ces fibres élastiques. Et c'est pour ça que ça va être le premier site de dépôt de la bilirubine et elle va être concentrée à ce niveau-là, en plus de sa couleur blanche, bien sûr. Donc, ça permet aussi de le détecter à un taux plus bas qu'au niveau de la peau et aussi chez les personnes de couleur, l'ictère va être mieux apprécié au niveau conjonctival. Pour avoir une vue d'ensemble de la physiologie, donc effectivement, pour comprendre les mécanismes physiopathologiques qui vont aboutir à l'ictère, à l'hyperbilirubinémie, il faut comprendre quelles sont les étapes que va avoir la bilirubine avant donc les réactions que va subir la bilirubine dans notre corps. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la bilirubine est le produit de dégradation du complexe prosthétique des hémoprotéines, entre autres l'hémoglobine, donc qui est la principale hémoprotéine dans l'organisme. Et donc, avec un turnover très important, c'est-à-dire que la durée de vie de l'hémoglobine est courte par rapport aux autres hémoprotéines. Elle est bien sûr, comme vous le savez, de 120 jours. Et cette hémoglobine va être scindée en sa phase protéique, c'est-à-dire la globine, et en une phase non protéique, qui est l'hème.
qui contient du fer et le groupement prosthétique de l'hème, qui va subir une réaction enzymatique par ce qu'on appelle l'hème oxygénase, qui va la transformer en biliverdine. Et cette biliverdine va être transformée en bilirubine, comme on le verra tout à l'heure, par la biliverdine réductase. Donc la bilirubine va, après être produit, après la dégradation de l'hème et la production de la bilirubine, elle va s'attacher d'une façon non covalente à l'albumine, qui va la transporter à travers le plasma jusqu'aux hépatocytes. La bilirubine va être endocytée ou va être captée par l'hépatocyte à travers un transporteur qui n'est pas encore bien connu. Et elle va être conjuguée, c'est-à-dire qu'on va lui rajouter, on va la lier à des produits autres qui est l'acide glucuronique. Ce produit-là va permettre la solubilisation de la bilirubine qui, elle, initialement était liposoluble. On le verra tout à l'heure. Donc, cette bilirubine conjuguée va être éliminée à travers les canalicules biliaires et à travers la bile. Donc, les hépatocytes vont l'excréter à partir de transporteurs qu'on verra, le MRP2, donc dans la bile, et elle va subir ensuite un cycle entérohépatique. C'est ce qu'on va voir. Donc, globalement, nous avons 5 grandes étapes de la bilirubine, du métabolisme de la bilirubine. Donc, première étape, c'est la production de la bilirubine à partir de l'hème. Nous avons vu les 2 enzymes clés de cette production. Deuxième étape, c'est le transport de cette bilirubine liée essentiellement à l'albumine vers le foie. Cette albumine et cette bilirubine vont être captées par les hépatocytes qui vont la conjuguer. Donc, il y aura un transport intracellulaire à partir de protéines telles que la ligandine vers le réticulum endoplasmique, où elle sera conjuguée par une enzyme qu'on verra tout à l'heure, la bilirubine glucuronine acide transférase. Cette bilirubine conjuguée va être excrétée à travers les canalicules biliaires, à travers, on a vu tout à l'heure, le transporteur MRP2. Donc, excrétée dans la bile, excrétée puis dans l'intestin, bien sûr. C'est là, cette bilirubine conjuguée dans l'intestin va subir l'action de protéases bactériennes, essentiellement au niveau de l'iléan et du côlon. Elle va être transformée en urobilinogène. Une partie de cet urobilinogène, donc environ 10%, va être recaptée par les cellules hépatocytaires, par les cellules entérocytaires et reviendra vers la circulation sanguine. Et une partie va être dégradée encore par les bactéries du côlon en stercobilinogène qui va être éliminé dans les selles. Donc, cet urobilinogène qui est recapté, une partie de cet urobilinogène va passer dans le foie et ressortir à travers la bile, c'est ce qu'on appelle donc le cycle entérohépatique, et une partie de cet urobilinogène va ressortir, ou va passer la circulation porte et va être éliminé au niveau des urines. C'est ce qui donne la coloration brune des urines. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et c'est un point important à souligner, la cholestase n'est pas égale à l'ictère, et l'ictère n'est pas égal à la cholestase. Et ça, on voit bien sur ce schéma où les transporteurs de la bilirubine conjuguée et des autres produits présents dans les selles, dans la bile sont des transporteurs différents. Donc, nous avons les transporteurs des acides biliaires, les transporteurs des phospholipides, que ce soit les phosphatidylcholines ou les autres aminophospholipide, ou bien le cholestérol. Donc, qui sont les 3 principaux produits de la bile, donc l'acide biliaire, les acides biliaires, les phospholipides et le cholestérol. La bilirubine est un pigment de la bile, donc c'est lui qui donne cette couleur verdâtre à la bile. Donc, nous revoyons un peu en détail les 5 étapes de la
du métabolisme de la bilirubine. Donc, premièrement, donc la formation de la bilirubine. Donc, la bilirubine, comme nous l'avons dit, provient du métabolisme de l'hème. L'hème est présente dans plusieurs protéines dans l'organisme. On a essentiellement l'hémoglobine, que vous connaissez, donc qui est présente dans le globule rouge. Il y a aussi plein d'hémoprotéines qui sont moins connues, telles que donc, le cytochrome P450, donc les enzymes dans le groupement prostétique, c'est-à-dire le cofacteur et l'hème, mais aussi on a la myoglobine qui contient aussi de l'hème. Donc ces protéines vont être dégradées, donc il y a un turnover, il y a une dégradation progressive des protéines dans l'organisme, mais le principal fournisseur de bilirubine dans l'organisme, c'est l'hémoglobine, donc il fournit environ 80%. Le reste est fourni par les autres hémoprotéines. Donc, cette M va subir l'action de l'hème-oxygénase, qui va la transformer en biliverdine. Cette biliverdine va ensuite être transformée en bilirubine par la biliverdine réductase. Alors, cette réaction se fait dans différentes cellules, principalement pour les globules rouges au niveau des macrophages. Donc, comme vous le savez, les globules rouges sénescents sont dégradés ou sont détruits, phagocytés par les macrophages au niveau de la moelle osseuse, au niveau de la rate ou au niveau du foie par les cellules de Kupfer. Donc, c'est cette cette hémoglobine qui sera dégradée par les macrophages va subir l'action de l'hème-oxygénase et de la biliverdine réductase. Pour les hémoprotéines qui se trouvent déjà dans l'hépatocyte, puisque vous savez que l'hépatocyte est la cellule la plus riche en cytochrome P450, qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une hémoprotéine, cette hème va être dégradée au niveau de l'hépatocyte lui-même. Alors, il y a une partie aussi de l'hémoglobine qui peut se retrouver libre dans la circulation sanguine ou bien liée à une protéine qu'on appelle l'aptoglobine ou aussi l'hémopexine. Ou alors parfois l'albumine elle-même. Alors cette hémoglobine va être captée par le foie. Cela se voit essentiellement en situation pathologique où on a une augmentation de la dégradation du globule rouge, c'est-à-dire ce qu'on appelle une hémolyse ou une hyperhémolyse, c'est-à-dire que la durée de vie des globules rouges est raccourcie et surtout quand cette hémolyse se fait dans les vaisseaux. On appelle ça hémolyse intravasculaire. Donc, deux cellules participent à la formation de la bilirubine essentiellement, je répète, c'est les macrophages pour l'hémoglobine des globules rouges sénescents et les autres facteurs hémolytiques, et les hépatocytes pour leurs propres hémoprotéines et les autres hémoprotéines qui proviennent de la circulation sanguine. La deuxième étape, c'est le transport. Comme vous pouvez le voir ici, cette bilirubine non conjuguée, c'est-à-dire cette bilirubine libre, je vous rappelle que nous avons la première forme qui est la bilirubine libre, va être liée à l'albumine d'une façon non covalente. Et cette bilirubine libre va passer les sinusoïdes, les capillaires sinusoïdes hépatiques, se détacher de l'albumine et à travers un transporteur encore mal connu, être capté par les cellules hépatocytaires. Donc le transport de la bilirubine dans le sang se fait essentiellement par l'albumine. Troisième étape de la biochimie ou du métabolisme de la bilirubine, c'est la conjugaison. Alors, cette bilirubine captée par les cellules hépatocytaires va être transportée par des transporteurs intrahépatiques vers le réticulum endoplasmique lisse. Ce dernier va, grâce à une enzyme qu'on appelle la bilirubine UDP glucuronotransférase ou bilirubine glucuronotransférase, c'est-à-dire celle qui va conjuguer la bilirubine en ajoutant un produit ou une substance qu'on appelle l'acide glucuronique ou plus exactement l'UDP glucuronique acide. Cet acide glucuronique est un sucre ou un dérivé positique qui va permettre
de solubiliser la bilirubine. Comme nous l'avons dit, donc initialement, la bilirubine qui est produite à partir de l'hème, donc la bilirubine libre, est liposoluble. C'est pour ça qu'elle doit être transportée essentiellement par une protéine et ne pourra être excrétée dans les urines. Par contre, la bilirubine conjuguée est une bilirubine hydrosoluble, pourra être excrétée dans la bile et dans les urines. Donc cette conjugaison subit, en fait, la bilirubine va subir deux conjugaisons, donc elle va avoir deux fois cette réaction, donc elle sera attachée encore à deux acides glucuroniques, formant la bilirubine le diglucuronique acide bilirubine, et elle pourra être excrétée dans les canalicules biliaires. Quatrième étape, donc, c'est l'excrétion. L'excrétion de la bilirubine conjuguée, donc de la bilirubine liée à l'acide glucuronique, va se faire à travers un transporteur qu'on appelle MRP2. Alors, ces transporteurs ou toutes ces enzymes ont un impact pathologique qu'on verra tout à l'heure. La cinquième phase du métabolisme de la bilirubine, c'est le cycle entérohépatique. Alors, comme nous avons vu, la bilirubine est conjuguée par la bilirubine glucuronique acide transférase, devenant soluble, elle va être excrétée à travers la bile vers l'intestin, où elle sera l'objet de réactions chimiques produites par des bactéries, par des protéases bactériennes au niveau de l'iléon et au niveau du côlon. Cette urobilinogène formée par ces réactions enzymatiques, une partie va être réabsorbée et sera éliminée par le rein ou par le cycle par le foie, par les hépatocytes, et une partie, la plus grande partie, 90%, va être éliminée dans les selles. Donc, c'est ce qui donne la coloration foncée des urines et des selles. Passons maintenant à la physiopathologie de l'hyperbilirubinémie, c'est-à-dire la physiopathologie des ictères. Alors, je vous rappelle que nous avons divisé en 5 phases les réactions chimiques que subit la bilirubine. Nous pouvons de la même manière décrire les 5 mécanismes s'il y a une perturbation de ces 5 phases, chaque phase, il y aura un mécanisme d'augmentation de la bilirubine. Mais pour faire plus simple, nous divisons les hyperbilirubinémies en 3 grandes causes, 3 grands mécanismes. Les mécanismes dits pré-hépatiques, c'est-à-dire où le problème est essentiellement au niveau de la production et du transport de la bilirubine. Donc, c'est essentiellement l'hémolyse qui est à la cause d'une hyperbilirubinémie à bilirubine libre non conjuguée, indirecte. Ce sont des synonymes, bien sûr. Cette hémolyse ou hyperhémolyse, c'est-à-dire qu'il y a une surproduction de bilirubine. Cette surproduction de bilirubine ne pourra être conjuguée par le foie, conjuguée par le foie, va être à l'origine de l'accumulation d'une bilirubine libre, et de cette accumulation va y avoir donc une liaison aux protéines du tissu conjonctif, comme nous l'avons vu, essentiellement les fibres élastiques, et ça va donner cette coloration jaune des téguments. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle les mécanismes intrahépatiques, où il y aura un défaut de transport intrahépatique, de conjugaison ou de sécrétion. Ces défauts-là peuvent être congénitaux ou acquis, seront à l'origine d'une hyperbilirubinémie qui peut être libre pour les défauts de conjugaison et de transport, mixte pour les défauts de sécrétion. Et donc, le troisième mécanisme, c'est l'incapacité de l'organisme à éliminer la bile, et donc la bilirubine conjuguée essentiellement, par un problème de défaut du cycle entérohépatique. Et cela va engendrer une hyperbilirubinémie à bilirubine conjuguée.
pour être plus pratique et pour comprendre plus efficacement la physiopathologie de la bilirubine, il faut se mettre dans les conditions réelles dans lesquelles nous rencontrons les hyperbilirubinémies en clinique. C'est-à-dire que c'est essentiellement devant une sémiologie particulière, donc devant la constatation de cet ictère et des signes associés à l'ictère et du contexte clinique du patient, avec le dosage de la bilirubinémie et sa caractérisation. C'est-à-dire, est-ce que nous avons un ictère à bilirubine non conjuguée ou alors un ictère à bilirubine conjuguée. Nous allons voir que devant un ictère à bilirubine non conjuguée, nous évoquerons les causes hémolytiques et les causes non hémolytiques, qui seront essentiellement les défauts de conjugaison. Et nous avons les ictères à bilirubine conjugués, qui sont des ictères soit hépatiques, soit post-hépatiques, c'est-à-dire, on va le voir, cholestatiques, et de ces ictères à bilirubine conjugués donc, peuvent être soit cholestatiques, défaut d'élimination de la bile, soit non cholestatiques, comme nous le verrons tout à l'heure, c'est-à-dire défaut d'élimination de la bilirubine spécifiquement, et non pas des autres produits de la bile. Donc, pour la démarche, nous avons par exemple une hyperbilirubinémie non conjuguée, c'est-à-dire une hyperbilirubinémie libre ou indirecte. Devant ce contexte-là, la première cause à évoquer, le premier mécanisme de cette hyperbilirubinémie, c'est l'hémolyse. Donc, les anémies hémolytiques. Je ne vais pas faire un cours sur une conduite à tenir devant une anémie hémolytique ou sur la physiopathologie de l'hémolyse, mais pour faire simple, l'hémolyse va produire de la bilirubine, mais aussi elle va induire d'autres phénomènes, d'autres réactions, d'autres conséquences. On aura une anémie qu'on caractérisera comme étant normochrome normocytaire ou macrocytaire, et régénérative, avec un taux de réticulocyte supérieur à 150 à 200 000, une augmentation du taux d'LDH, une diminution du taux d'aptoglobine. Je vous rappelle que l'aptoglobine est une protéine plasmatique qui va lier l'hémoglobine et non pas la bilirubine et non pas l'hème, elle lie l'hémoglobine. Et donc, sa baisse traduit que c'est une hémoglobine qui n'est pas prise en charge par les macrophages. Et donc, il y a un surplus de fabrication d'hémoglobine, enfin, de dégradation des globules rouges. Elle est d'autant plus basse que l'hémolyse est aiguë, c'est-à-dire rapide, et qu'elle est dans le vaisseau sanguin et non pas dans le tissu hépatique, splénique ou dans la moelle osseuse. Donc, ces signes biologiques et cliniques de l'hémolyse vont nous permettre de nous orienter vers l'étiologie que vous connaissez, les hémolyses capsulaires, extracapsulaires, etc. La deuxième cause d'hyperbilirubinémie libre non conjuguée, c'est les défauts de conjugaison, c'est ce qu'on appelle les ictères non hémolytiques. C'est plus rare, voire anecdotique chez l'adulte, et ne pourront être évoqués que si nous avons éliminé complètement une hémolyse par le bilan biologique que nous avons cité tout à l'heure. Alors, quelles sont les causes des ictères non hémolytiques? On a l'ictère physiologique et quelques ictères physiologiques, quelques ictères particuliers du nouveau-né, que nous n'allons pas évoquer, vu que nous faisons aujourd'hui la physiopathologie essentiellement chez l'adulte. Nous avons le syndrome de Gilbert et son corollaire ou sa forme plus grave qui est le syndrome de Crigler-Najjar. Donc, ce sont des déficits génétiques en glucuronyle transférase, en bilirubine glucuronyle transférase. Et on a aussi les érythropoïèses inefficaces.
Alors, nous allons un peu plus détailler le syndrome de Gilbert et de Crigler-Najjar. Alors, le syndrome de Gilbert et de Crigler-Najjar concerne la même enzyme qui est le bilirubine glucuronyle transférase. Dans le syndrome de Gilbert, ce déficit est minime. C'est un défaut qui est bénin, qui est en fait, il y a une diminution de son activité, mais cette diminution n'est pas totale. Alors, elle est fréquente dans la population, elle concerne 3 à 10% de la population. Elle est de transmission autosomique récessive. Elle donne des ictères intermittents. Nous ne savons pas quels sont précisément les facteurs déclenchants. Peut-être médicamenteux, infectieux, du stress. En fait, c'est des phénomènes où le foie doit conjuguer plus de bilirubine, mais n'ayant pas assez d'enzymes, il se retrouve à un défaut de conjugaison et on aura un ictère, mais qui est transitoire. Donc cette évolution est généralement bénigne, paroxystique, et c'est ce qui est retrouvé dans la vie, enfin chez les adultes, pardon. Il n'y a aucun traitement à proposer. Par contre, le syndrome de Crigler-Najjar, avec ses deux types, le type 1 et le type 2, le type 1 étant encore, donc c'est un déficit quasi total en bilirubine glucuronide transférase, nécessitant souvent des exsanguinotransfusions, des photothérapies à répétition chez le nouveau-né, parce que ça donne un ictère néonatal. Et l'ictère néonatal, quand il est précoce, il est de pronostic péjoratif. Il risque d'avoir des troubles neurologiques graves, voire le décès chez ces nouveau-nés. Pourquoi? Est-ce que la bilirubine est toxique pour l'organisme? Effectivement, la bilirubine libre est toxique pour l'organisme, essentiellement pour le cerveau. On ne sait pas le mécanisme exact de cette toxicité cérébrale, mais nous savons que la bilirubine a une grande affinité pour les cellules gliales et les neurones, et donc aura un effet de dénaturer la membrane et de détruire ces cellules. Mais pour cela, elle doit pénétrer la barrière hémato-encéphalique, et nous savons que la barrière hémato-encéphalique et surtout les mitochondries des cellules endothéliales et des astrocytes de cette barrière hémato-encéphalique peut dégrader, oxyder la bilirubine, la rendre soluble et l'excréter à nouveau. Donc, quand on a une barrière hémato-encéphalique de l'adulte, fonctionnelle, cette bilirubine n'est pas toxique pour l'adulte. Par contre, chez le nouveau-né, vu l'immaturité de la barrière hémato-encéphalique, la bilirubine libre pourra pénétrer le cerveau et avoir des effets néfastes au niveau essentiellement des noyaux gris de la base. Ce Crigler-Najjar, donc comme on a dit, est plus rare, concerne environ 1 pour 1 million de naissances. Il y a l'autosomique récessive. Il y a une forme de type 2 qui est moins sévère, qui répond au phénobarbital, au gardénal, qui est un inducteur enzymatique, comme vous avez probablement vu dans vos cours de pharmacologie. Donc, c'est un inducteur, entre autres, de cette glucuronyle transférase, et donc va augmenter son action, étant donné que dans le type 2, il y a un déficit partiel en bilirubine glucuronyle transférase. L'effet du phénobarbital va permettre d'augmenter son action et permettre une vie plus ou moins normale chez ces enfants-là. Donc, comme nous l'avons vu, les ictères à bilirubine non conjugués, nous allons voir maintenant les ictères à bilirubine conjugués. Pour cela, donc, nous avons dit qu'il y avait des ictères à bilirubine conjugués avec cholestase, qui étaient donc les plus fréquents, et sans cholestase, où il y avait une atteinte isolée du transporteur spécifique
de la bilirubine conjuguée au niveau des canalicule biliaires. Donc, cette atteinte du transporteur va donner ce qu'on appelle les syndromes de Rotor et de Dubin-Johnson, qui sont donc des syndromes d'ictère non cholestatiques assez rares, voire exceptionnels. Ils sont de transmission autosomique récessif. Ils concernent donc la bilirubine conjuguée. C'est bénin, puisque la bilirubine conjuguée, comme nous l'avons dit, n'est pas du tout toxique et elle pourra être, étant donné qu'elle est hydrosoluble, elle pourra être éliminée au niveau des urines. Donc on a la Dubin-Johnson avec le déficit en MRP2 et le Rotor dont le déficit du transporteur n'est pas bien connu, mais on pense que ce sont des transporteurs des acides organiques OATP, 1B1 ou 1B3. Cette plaque résume la physiopathologie de ces syndromes congénitaux d'hyperbilirubinémie libre, syndrome de Gibert-Krigler-Nadjar type 1 et type 2 qui concerne un déficit en glucuronyle transférase, et en bilirubine conjuguée que sont la maladie de Dubin-Johnson et la maladie de Rotor. Passons maintenant aux ictères à bilirubine conjuguée toujours, mais avec cholestase. Cette cholestase peut être liée à un obstacle, c'est-à-dire avec présence d'un phénomène mécanique qui va bloquer la sécrétion et la circulation de la bile au niveau des canalicules et des canaux biliaires. Cet obstacle va diminuer la sécrétion de la bile secondaire à l'obstruction des voies biliaires. Nous avons aussi des cholestases non obstructives, c'est-à-dire où il n'y a pas de défaut au niveau mécanique dans les canalicules biliaires, mais c'est un problème de sécrétion de la bile au niveau hépatocytaire, c'est ce qu'on appelle diminution de la cholérèse, et donc de tous les phénomènes qui vont permettre l'élimination de la bilirubine, entre autres, mais aussi des autres produits de la bile. La cholestase est liée cliniquement à la présence d'une urine très foncée, liée bien sûr à l'élimination de cette bilirubine conjuguée au niveau des urines. Je ne vous ai pas, j'ai pas spécifié que la bilirubine conjuguée peut être éliminée au niveau donc, du canalicule, mais peut revenir aussi au niveau du plasma, généralement donc, à des doses minimes physiologiquement, mais en cas de défaut d'élimination canaliculaire, la bilirubine conjuguée peut revenir vers le plasma par un autre transporteur qu'on appelle MRP3 et sera éliminée au niveau des urines. Et ça va donner une décoloration des selles qui peut aller jusqu'au blanc dimastique. Donc, les défauts ou les obstructions des canalicules biliaires peut être soit fait par des lithiases, donc des calculs, ou par des parasites que vous avez probablement vu, que vous vous souvenez mieux que moi, les parasites tels que les douves, donc les fasciolases, et nous avons aussi les ascaridioses qui peuvent boucher les papilles et la papille majeure et le cholédoque. Nous avons aussi les pathologies de la paroi biliaire, c'est-à-dire essentiellement les cancers des voies biliaires, les cholangiocarcinomes, ou alors les inflammations de la paroi biliaire, ce qu'on appelle, par exemple, la cholangite sclérosante primitive. Nous pouvons avoir aussi des compressions extrinsèques par les cancers du pancréas essentiellement, des adénopathies, un ampulome bactérien ou alors un lymphome. D'autres causes plus rares, telles que l'anévrisme ou le cavernom peuvent aussi obstruer ou comprimer les voies biliaires.
Donc, cette compression des voies biliaires, cet obstacle des voies biliaires qui va donner donc une cholestase, qui va se manifester cliniquement par un ictère, mais aussi fréquemment associé à un prurite, puisque les selles biliaires vont être à l'origine, cette cholestase va être à l'origine de l'accumulation des selles biliaires, en plus de la bilirubine, qui sera à l'origine d'un prurite généralisé. Pour explorer ça, nous allons aller vers des moyens radiologiques et interventionnels, tels que l'échographie, le scanner, mais actuellement, le gold standard, c'est la bili-IRM qui va étudier les voies biliaires de gros calibre et même les voies biliaires de moyen, voire de plus petit calibre intrahépatique et nous donner la localisation et parfois le type ou caractériser la nature de cet obstacle. Donc, en premier lieu, nous aurons l'échographie qui est dépendant de l'opérateur et qui a beaucoup de limites, mais qui est sans risque de morbimortalité ni d'irradiation. Les autres, l'IRM et le scanner sont non invasifs, mais ils ont des inconvénients de technicité, de disponibilité, etc. Et parfois de l'injection de produits de contraste. Et nous avons des moyens interventionnels qui peuvent engendrer une morbidité, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des effets secondaires, que sont la CPRE et le TCTH. Nous avons aussi l'écho-endoscopie qui va permettre d'explorer plus efficacement que l'endoscopie abdominale les voies biliaires. Nous allons passer maintenant aux cholestases hépatocytaires sans obstacle, c'est-à-dire les problèmes intrahépatiques. Deux grandes causes, deux grands chapitres, les cholestases d'origine génétique et les cholestases d'origine acquise. Voilà un petit tableau qui résume les principaux cholestases génétiques sans obstacle. Vous retrouverez donc le détail par la suite sur la vidéo. Nous allons détailler quelques-unes. Nous allons voir les cholestases familiales intrahépatiques progressives ou cholestases familiales progressives, qui sont au nombre de 3. Les cholestases récurrentes bénignes et les cholestases gravitiques. Ces cholestases sont très rares. À part la cholestase gravidique, je n'en ai jamais vu. Et donc, c'est plutôt l'apanage des hépatologues qui connaissent ces pathologies-là. La cholestase intrahépatique progressive et de transmission autosomique récessive, elle va concerner les transporteurs que nous avons vus tout à l'heure, des transporteurs des produits de la bile, c'est-à-dire soit des acides biliaires, soit des phospholipides ou autres, cholestérol. Donc, c'est des mutations de ces transporteurs, MDR3 pour le type 3, BSEP pour le type 2 et FIC1 pour le type 1. C'est des ictères avec cholestase dès la petite enfance, évoluant vers des cirrhoses d'origine biliaire après quelques années. Les cholestases récurrentes bénignes où il y a une inactivation mais qui est moins sévère de ces transporteurs, tels que le FIC1 ou le BSEP. Donc ces transporteurs vont être sursollicités dans certaines situations, induire donc des poussées de cholestase d'intensité variable avec un prurite et ils sont généralement bénignes. Par contre, la cholestase gravidique est une cholestase certes d'origine génétique, mais qui apparaît dans des situations particulières, essentiellement donc pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. C'est des cholestases qui sont plus fréquentes que les autres formes. Nous pouvons les rencontrer donc, chez la femme enceinte qui va faire ça à chaque grossesse en fait, et donc guérir après l'accouchement. C'est une inactivation partielle du MDR3
ou du PSEP qui va être inactivé ou dont l'inactivation va être accentuée par les hormones, les œstrogènes et la progestérone. Le diagnostic de ces cholestases gravidiques repose bien sûr sur l'histoire familiale et personnelle de cholestase et sur l'absence de signes obstructifs, c'est-à-dire c'est une cholestase sans obstacle, donc aucun obstacle n'est détecté. Donc quand on a une cholestase au deuxième, troisième trimestre sans obstacle, nous pensons à ces cholestases gravidiques et nous pouvons proposer le traitement des cholestases, essentiellement donc le traitement du prurite du cholestase, puisque ce prurite peut être extrêmement invalidant, qui est l'acide urso-désoxycholique ou ursolvant. Pour les cholestases sans obstacle d'origine acquise, qui sont donc les plus fréquentes, bien sûr, nous avons les cholestases induites par une réaction inflammatoire et les cholestases médicamenteuses. Alors, il faut savoir que toute réaction inflammatoire locale, c'est-à-dire au niveau du foie, ou systémique assez importante, c'est-à-dire un sepsis par exemple, va sécréter des cytokines, essentiellement donc des cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-1, l'IL-6 ou le TNF-alpha. Ces cytokines pro-inflammatoires auront comme conséquence une inhibition de l'élimination et des transporteurs de la bilirubine, du phospholipide et des acides biliaires, c'est-à-dire ce que nous avons vu comme transporteurs tout à l'heure. Ces transporteurs inhibés vont induire une augmentation de la bilirubine et des autres produits, c'est-à-dire essentiellement les phosphatases alcalines et les gamma-GT, qui sont, bien sûr, bien entendu, les marqueurs de la cholestase. Donc, nous voyons souvent en réanimation ce genre de cholestase, ce genre d'hyperbilirubinémie. Donc, quand on a un sepsis sévère ou un choc septique, on retrouve souvent des perturbations du bilan hépatique à type de cholestase et d'hyperbilirubinémie, mais qui ne sont pas très marquées. Nous pouvons retrouver ça dans les autres inflammations systémiques, qui soient d'origine infectieuses ou pas, telles que donc, les conjonctivites ou les granulomatoses, mais aussi dans le syndrome d'activation macrophagique où nous avons un emballement de l'inflammation. Les hépatites, quand elles sont même sans insuffisance hépatique, nous avons donc un ictère, même s'il n'y a pas de défaut de la fonction hépatique, c'est-à-dire le TP est normal, il y aura un ictère quand cette insuffisance hépatique est d'origine hépatitique, c'est-à-dire inflammatoire. Nous voyons souvent des hépatites médicamenteuses, enfin des insuffisances hépatiques médicamenteuses. Par exemple, la plus fréquente, c'est le paracétamol. Donc, les insuffisances hépatiques au paracétamol ne donnent fréquemment pas d'ictère parce que des insuffisances hépatiques non inflammatoires. Alors que les insuffisances hépatiques virales sont des insuffisances hépatiques inflammatoires et c'est l'inflammation qui est à l'origine du défaut d'excrétion de la bilirubine et des acides et des autres produits de la bile, et c'est ça qui est à l'origine de la cholestase. Nous avons bien sûr aussi le colite, les abcès du foie et les cancers primitifs et secondaires qui peuvent s'accompagner d'une inflammation locale et de sécrétion de cytokines. Les cholestases sans obstacle acquises peuvent être d'origine médicamenteuse, et dans ce cas-là, donc nous avons une inhibition, une compétition entre les médicaments et les produits éliminés au niveau de la bile, au niveau des transporteurs. Ces médicaments sont par exemple la cyclosporine, les œstrogènes et d'autres médicaments. On revoit ici les principales causes des ictères que nous avons vues durant cette présentation. Je vous rappelle qu'une systématisation bilirubine libre et bilirubine conjuguée pourra vous permettre de distinguer la conduite à tenir et les explorations et les causes que vous allez chercher.
Une hyperbilirubinémie libre va faire explorer essentiellement l'hémolyse, alors qu'une hyperbilirubinie conjuguée va chercher essentiellement au niveau du foie. Est-ce qu'il y a un obstacle et les autres signes de la cholestase clinique et biologique, c'est-à-dire phosphatase alcaline et gamma-GT, ou alors, s'il n'y a pas d'obstacle, rechercher les causes inflammatoires, médicamenteuses et secondairement les causes génétiques. Je vous remercie. Nous allons vous donner un petit questionnaire qui va vous permettre de savoir est-ce que les objectifs pédagogiques ont été atteints et j'espère que vous avez compris. Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions.